bien, nous savons d'expérience que d'autres personnes vont encore nous rejoindre, mais comme on a envie de profiter un maximum du temps à partager avec nos invités sur le sujet du jour, on va démarrer dès maintenant. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent depuis 2020, depuis octobre 2020, merci pour votre fidélité au rendez-vous. Merci aussi pour vos retours qui nous permettent de nous améliorer systématiquement. Et donc, on est ravis de vous retrouver. Et puis, il y a également des petits nouveaux, des petites nouvelles. Et donc, pour eux, je vais proposer un petit point de présentation. C'est quoi les Afterworks sans transition? Ils ont été lancés, donc, comme je le disais, en octobre 2020 et c'est déjà la 5e édition ce soir. Alors, ce sont des webinaires qui sont organisés par un collectif de personnes et d'entités. Nous avons avec nous ce soir, derrière les écrans, vous ne les voyez pas forcément, mais il y a Anne-Céline qui représente Axenfax. Il y a également Ludovic qui appartient à Corporate for Change, mais également à ADO. Corporate for Change étant une filiale de Ticket for Change, qui sont nos partenaires. Vous avez également Priscilla, qui est aujourd'hui au chat avec vous et qui vient de l'Affectio chez Mobilis. Vous avez également The Field, avec Lucie et François qui sont aux manettes à la technique. Jeanne, qui est notre graphiste et qui est également votre oreille attentive pour la hotline ce soir. Salut Jeanne, c'est son dernier afterwork avec nous, puisqu'elle part bientôt de The Field, parce qu'elle était en stage. On lui souhaitera bon vent à la fin. Et puis, de mon côté, je vous accompagnerai également et j'appartiens à The Field. Nous sommes tous ensemble réunis autour d'une motivation commune, celle d'œuvrer dès aujourd'hui pour construire notre monde de demain. Et pour cela, nous avons voulu imaginer un événement qui va nous inspirer grâce à des témoignages de pionniers, de pionnières, des personnes qui sont engagées, qui apportent tout leur talent et qui ont posé ou qui posent encore des pas audacieux sur le chemin de la transition écologique. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous voyez que depuis la première édition, le format de ces afterworks a évolué grâce à vous, grâce à vos retours. Et ça a un peu varié. Et cette fois-ci encore, on a une petite nouveauté. Nous avons souhaité être rejoints par une personne qui vient de nos entreprises et qui est experte sur les sujets. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir et d'être rejointe par Olivia Berthou. Olivia vient de chez ADO. Elle y est la leaduse plutôt, du numérique responsable et elle est également aux manettes du chantier Axenfax sur ce même sujet. Alors bonjour Olivia, je suis ravie de te passer le micro et de le partager avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être prendre le soin de présenter nos invités et notre sujet du jour ? Oui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Tosolino, qui est responsable RSE et numérique responsable au groupe La Poste, et également Julien Gontier, qui est chef de projet informatique développement durable et Green IT chez Decathlon. Donc avec eux, ce soir, nous allons parler Green IT, c'est-à-dire comment réduire l'impact environnemental de nos usages numériques. Et comme on va le voir, le numérique n'est pas que virtuel. Voilà. Ah non, et j'avoue qu'avec déjà cette petite entrée en matière, j'ai hâte d'en savoir plus et déjà d'écouter nos invités. On va bientôt leur laisser la parole, bien sûr, dans l'interview qui va arriver dans quelques minutes, mais quelques petits points techniques. Les visios, faut se le dire, ça commence à pomper l'air à tout le monde, à nous fatiguer, notamment parce que finalement, c'est bien plus simple de se comprendre et d'interagir quand on est dans la même pièce. Alors, on réfléchit déjà pour les prochains afterwork à essayer d'identifier une façon plus événementielle, plus présentielle pour ces afterwork in real life. Et en attendant, comme vous êtes déjà là, vous êtes une 60aine derrière vos écrans, vous pouvez déjà interagir avec nous. Et donc, je vous présente de quelle manière. Vous pouvez dès maintenant et tout au long des interventions de nos invités formuler des questions ou même voter pour celles qui ont déjà été formulées. Vous avez un onglet qui est sur le côté, le volet qui est sur votre droite, à votre écran. Vous avez un onglet questions. N'hésitez pas à y écrire vos questions ou à lire celles qui sont déjà formulées et à voter. Nous, de notre côté, pendant le temps des questions-réponses, on va prendre connaissance de toutes ces questions. On donnera la priorité à celles qui sont le plus populaires, celles qui ont reçu le plus de votes, parce que malheureusement, on ne pourra sûrement pas tout poser comme question. Ne nous en voulez pas. Cependant, on pourra quand même les formuler à l'intérieur d'autres questions, peut-être. Vous pouvez également utiliser le chat. Vous avez un chat pour interagir entre vous et également envoyer vos réactions en live. Vous avez aussi des petits émoticônes. Vous allez voir, c'est assez rigolo. C'est un petit personnage en bas.
quand vous voulez signifier à vos intervenants, vos invités, que vous êtes étonné, d'accord ou le cœur en fête. Utilisez ceci. Et enfin, et pour commencer, on va utiliser l'onglet sondage. Cet onglet sondage sera également utile à la fin pour nous envoyer vos feedbacks. Alors, pour se connecter et puis pour prendre un peu l'humeur du jour, une petite météo d'humeur que je vais vous passer là, tout simplement. Vous pouvez observer donc dans les sondages une première petite question. J'espère que vous serez nombreux à répondre pour qu'on identifie dans quelle ambiance vous êtes. Est-ce que dans cette période presque pause estivale, comment est-ce que vous vous sentez? A, débordant d'énergie. B, est-ce que vous avez un besoin de vacances? C, vous êtes heureux déconfiné. Et D, comme moi, vous pouvez être aussi impatient de plonger dans notre nouvel afterwork. Et on peut voir, vous pouvez soumettre votre vote, vous pouvez aussi cocher plusieurs réponses. On sent que vous êtes un peu tous comme moi, j'ai l'impression. La réponse B m'a fait de l'œil, j'avoue que je l'ai cochée aussi. Mais j'ai surtout coché la D. Et pour se plonger dans le sujet, donc passer cette première petite question, ma foi, de mise en bouche, Olivia, tu nous poses une question qui peut faire un peu plus réfléchir, mais aussi un peu plus flipper, j'avoue. À votre avis, sur Terre aujourd'hui, combien d'équipements personnels connectés sont présents? Alors, le deuxième sondage a été publié. Je vous laisse indiquer la réponse que vous pensez être bonne. Est-ce que c'est 7 milliards d'équipements connectés? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 34? Est-ce que c'est 85? Alors, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance sur le sujet, mais pour information, je crois qu'on est 7,8 milliards sur Terre d'habitants aujourd'hui. Voilà, ça vous donne peut-être un petit ordre d'idée. Olivia, je te laisse peut-être proposer la bonne réponse et en même temps nous dresser un panorama de ce dont on va parler aujourd'hui et quand on évoque la notion de Green IT. Oui, donc on a plutôt un auditoire averti, puisqu'on est à la moitié des bonnes réponses avec 34 milliards d'objets connectés. C'est à peu près la proportion aujourd'hui d'équipements connectés, sachant qu'on est sur Terre, non pas 7 milliards, mais 4 milliards de personnes connectées. Donc ça fait, selon les régions du monde, ça peut faire jusqu'à plus de 20 équipements personnels connectés par personne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au numérique. Aujourd'hui, on est dans une société qui utilise de plus en plus les services numériques, que ce soit pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle. On a également eu la chance de pouvoir télétravailler pour certains d'entre nous plus facilement grâce à ces outils digitaux pendant le confinement. En France, par exemple, on passe 2h25 par jour sur Internet, donc hors usage professionnel, dont 1h30 sur mobile. Et donc, c'est vraiment la connectivité, on va dire, le numérique est devenu quelque chose d'indispensable à nos vies. Est-ce toujours un numérique raisonnable, un usage raisonnable et responsable? Eh bien, non, en fait, voilà la réponse. On a le numérique responsable, c'est vraiment un numérique qui va être durable pour la planète et pour les hommes. C'est pour ça que j'insistais sur on n'est pas tous égaux vis-à-vis du numérique, parce que quand on parle de numérique responsable, c'est un thème très très large qui va traiter aussi bien de l'inclusion numérique, donc ma capacité à accéder à ces outils numériques. Aujourd'hui en France, on a à peu près 4 personnes sur 10 qui sont en difficulté avec l'outil numérique, que ce soit pour des raisons techniques, mais aussi des raisons d'apprentissage, d'avoir le matériel aussi, parce que le premier accès numérique, c'est aussi du matériel. Ça va traiter aussi de l'éthique au niveau du traitement des données, de l'impact social lors de la fabrication des équipements. Donc c'est très très large. Et puis on a, et ce sera le thème de ce soir, c'est vraiment l'impact environnemental de nos équipements et de nos usages. Et donc ce soir, on va vraiment parler plus précisément de ce qu'on va nommer le Green IT. C'est-à-dire l'impact environnemental de nos pratiques numériques. Parce qu'aujourd'hui, donc, comme vous le voyez sur
Sur le slide, le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre mondiaux aujourd'hui à peu près, et ce qui équivaut à 2 à 3 fois l'empreinte d'un pays comme la France. Et cette part du numérique dans les gaz à effet de serre mondiaux, elle ne fait que croître. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui sont digitalisées, et donc on prévoit potentiellement un doublement de cette proportion d'ici 2025. L'impact, il est principalement dû à la fabrication et à l'utilisation des équipements utilisateurs. Donc, smartphones, ordinateurs, tablettes, les TV connectés, les montres connectées, enfin voilà. Et plus la taille de vos écrans est grande et plus l'impact est fort. Et on va dire donc la fabrication et l'usage des équipements utilisateurs, ça représente à peu près 63% des gaz à effet de serre du numérique. Et ce nombre d'équipements, comme on l'a vu, c'est 34 milliards, mais ça risque d'augmenter puisque aujourd'hui, il y a presque aucun domaine de notre vie qui n'est pas connecté. On peut se connecter quand on fait du sport, le commerce, il est connecté, notre santé, elle est connectée, notre maison est connectée, nos voitures sont connectées, donc il y a de moins en moins de choses déconnectées. Voilà, donc le numérique, ça a aussi, donc là, on a parlé des gaz à effet de serre avec cette contribution négative au réchauffement climatique, mais on a également aussi des impacts au niveau des ressources. Donc là, les chiffres qui sont donnés, c'est donc j'ai mis 16 000 pour un microprocesseur, mais c'est se dire que voilà, on utilise énormément de ressources pour délivrer la ressource finie. Par exemple, un ordinateur de 2 kg, il faut 800 kg de ressources, de matériaux à mettre en œuvre pour produire cet ordinateur de 2 kg. Et donc, voilà, le numérique, il va avoir des impacts sur cette utilisation de ressources, sur la consommation d'eau pendant la phase de fabrication, mais également pendant la phase d'utilisation, parce qu'une partie de notre énergie est produite et a besoin d'eau. Le nucléaire, pour refroidir les réacteurs, il y a besoin d'eau. Les centrales hydroélectriques, il y a besoin d'eau. Et donc, ce que je viens d'introduire, le besoin en énergie. Et ces extractions de ressources vont aussi provoquer des pollutions. La transformation utilise aussi de l'énergie. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui constituent l'impact environnemental du numérique. Il y en a un dernier, parce qu'on a parlé de fabrication, d'usage, et bien évidemment, il y a également la fin de vie. Donc, on a une tendance à renouveler de plus en plus vite nos équipements parce qu'il faut la dernière nouveauté, la dernière nouvelle technologie, le dernier smartphone. Et donc, on a un renouvellement accéléré de nos équipements. Et ça crée aujourd'hui des problèmes de traitement des déchets, puisque aujourd'hui on a sur ce qu'on appelle les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, environ 80% de ces déchets-là qui ne vont pas dans les filières de recyclage. Parce que c'est des filières spécifiques. Si on veut séparer les différents matériaux, c'est des filières qui coûtent cher aussi pour séparer tous ces matériaux parce que c'est très miniaturisé, c'est rempli de plein de composants. Et donc aujourd'hui, ça c'est aussi un problème parce que ça veut dire que les déchets, s'ils ne sont pas traités en filière, eh bien, ils polluent aussi en fin de vie nos sols. Donc voilà, après ce tableau pas forcément très gai des impacts, c'est ça l'objectif du Green IT, c'est de viser à réduire et à atténuer ces effets. Et donc, on a la chance d'avoir Anne et Julien ce soir pour nous expliquer comment dans leurs entreprises, le Green IT prend forme. Super. Eh ben, je suis à la fois impatiente et en même temps complètement flippée d'aborder ce sujet. Je suis ravie d'accueillir Anne et Julien et de leur donner la parole à présent. Après, il y a un petit point particulier dans les afterworks sans transition. On aime bien laisser la place à l'expérience personnelle. Vous êtes d'abord Anne et Julien. Et donc, on aimerait d'abord savoir qui vous êtes un peu plus et puis savoir aussi nous raconter votre parcours et comment vous en êtes venu à travailler sur ce sujet, le Green IT, et plus largement sur le numérique responsable. Alors peut-être honneur aux dames, je vais laisser Anne répondre à ces questions et à se présenter.
un peu plus, voilà, complètement, qu'on te connaisse un peu mieux. Merci Marie et bonsoir à toutes et à tous. Alors sur le sujet de la question de comment on aborde, je dirais presque tous les chemins mènent à Rome. Et comme je dis souvent à mon fils qui est encore étudiant, il y a un champ des possibles quel que soit le choix de départ. Et je dis ça parce qu'en fait, je pense que mon parcours à moi, c'est vraiment le croisement entre une conviction personnelle et des opportunités professionnelles, tout simplement. Alors, conviction personnelle, pourquoi? Parce que déjà, j'ai un terreau familial très orienté environnement. Mon père était directeur environnement dans une grande entreprise, donc je connais ça depuis toute petite. Ma mère était aussi dans cette attention-là. Donc oui, j'ai grandi dans ce contexte vraiment de l'attention et de la préservation de l'environnement. Donc voilà, je suis tombée dans la marmite un peu, quoi. Et puis ensuite des opportunités professionnelles parce que au départ j'étais pas du tout vouée à ça. J'ai plutôt un parcours initial de juriste d'affaires et de fiscalité, et puis aussi après de juriste de droit social. Mais déjà à l'époque, j'abordais les questions de droit de l'environnement en Europe et puis égalité homme-femme. Donc quelque part, c'était quand même déjà un petit peu orienté. J'avais fait un programme Erasmus, j'avais pu effectivement faire quelques sauts un peu partout en Europe. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé d'abord dans un cabinet d'avocats, chez un éditeur juridique, et je suis rentrée à la Poste en tant que responsable de gestion de contractuels des salariés, parce que vous savez qu'à la Poste, il y a des salariés et des fonctionnaires. Donc, salariés, je m'occupais de tout ce qui était gestion contractuelle. Et puis, petit à petit, les structures évoluant, je suis devenue directrice qualité, d'abord dans une direction informatique qui ne s'occupait que des systèmes d'information RH. Puis après, ça s'est mutualisé en finance, support, siège, etc. Ça n'a fait que grossir. Et puis est arrivé en 2011 un grand programme d'entreprise sur les impacts de environnemental de nos activités. C'était le début vraiment de la RSE chez nous, enfin début officiel en fait de la RSE chez nous, parce que c'est quand même assez dans l'ADN. Et puis pour le coup, la question était pas encore vraiment installée dans les organisations, donc on donnait ça à la qualité. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, un comité Green IT s'est mis en place à l'époque, et j'en suis venue là, d'abord en tant que contributrice et puis après vraiment en responsabilité. Et je pense que c'est important de souligner un point aussi, c'est que quand on est dans ces sujets-là, on ne peut pas séparer le privé et le professionnel. C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur cette double dimension. Voilà. Merci Anne, c'est un parcours passionnant et on comprend quand même que c'est quelque chose qui t'a forgé depuis toujours et finalement il n'y a pas vraiment de hasard quand même. Et Julien, moi ça m'intéresse aussi. Julien, qu'est-ce que ça a été toi ton parcours pour arriver là avec l'émergence de ce sujet sur ton chemin? Tout d'abord, je voulais vous remercier déjà Anne-Céline et toute l'équipe à Chemfact pour l'invitation. Je suis vraiment très content d'aborder ce sujet-là, qui est aujourd'hui un sujet qui est peu adressé dans l'entreprise, mais qui a un réel impact environnemental, comme l'a montré Olivia juste avant. Et on a besoin de plus en plus de poids dans les décisions stratégiques de nos entreprises sur ce sujet. Alors moi, je me présente, je m'appelle Julien Gontier, j'ai 39 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants. Et comme tout décathlonien qui se doit, je suis sportif. Voilà. Et plus précisément, je suis triathlète. Par rapport à mon cursus, moi j'ai plongé dans la marmite plutôt informatique depuis le début. Donc, je suis diplômé de l'école centrale de Lille et j'ai rejoint Decathlon depuis 15 ans. Et j'ai un parcours qui est assez varié en informatique. J'ai fait du réseau, de l'hébergement, du e-commerce. J'ai touché à du CRM, de l'ERP, des applications logistiques. Voilà, un peu tout grâce à une intégration dans une filiale de Decathlon plutôt start-up. Et ça m'a permis vraiment de bien comprendre les interactions entre tous les outils, les ressources nécessaires pour construire une application digitale, un service digital. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de beaucoup de ressources à ce niveau-là. Même si à l'époque, le Green IT était encore peu adressé, j'ai envie de dire. Et depuis le début, j'ai clairement des fortes affinités sur la partie développement durable, plutôt orientée écologie dans un premier temps.
Et puis, j'avais envie d'apporter un peu plus de concret dans mes actions au quotidien. Et il y a eu un poste qui s'est ouvert en fait chez Decathlon en tant que leader Green IT, donc comme disait Olivia, sur la partie plutôt empreinte environnementale du numérique, mais aussi la partie IT for Green. Donc ça veut dire comment le numérique permet aussi d'aider la RSE pour se mesurer, pour animer aussi les actions qui sont mises en place au quotidien. Et donc je savais qu'il y avait déjà des actions qui étaient lancées chez Decathlon au niveau Green IT. Mais l'objectif, c'était bien de restructurer tout ça, de les animer plus fortement. Et donc, c'était bien l'objectif de ma mission à mon arrivée chez Decathlon pour assurer une plus grosse cohérence des actions du groupe. Et puis, vu que j'ai un passé quand même beaucoup de développeurs, ça m'a permis aussi de travailler des calculateurs très, très concrets qui permettaient de se mesurer, mais j'y reviendrai peut-être par la suite. Merci Julien. Merci Anne pour vos présentations. Ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est que vous puissiez, pour que les gens puissent comprendre aussi dans quel contexte s'exerce le Green IT dans vos entreprises, c'est que vous puissiez présenter un petit peu, pour toi Anne, le groupe La Poste, pour bien parce que c'est bien plus que juste nos lettres et nos paquets qui sont livrés avec La Poste, et puis les enjeux numériques du groupe La Poste, pour que comme ça on puisse un petit peu se dire comment le sujet Green IT s'inscrit dans le groupe La Poste. Voilà. Alors, effectivement, le courrier, c'est l'activité historique de La Poste, mais effectivement, on a quand même bien grandi depuis quelques siècles même. Donc, La Poste est multimétier à dimension internationale, bien sûr, et ça peut surprendre, mais effectivement, je vous en parlerai après. Mais c'est 5 activités vraiment distinctes qui sont les services de proximité, le courrier, le colis, bien évidemment, dont l'Express. C'est les services bancaires et assurantiels. C'est notamment la Banque Postale avec CNP Assurance. Quand je parle d'Express colis, c'est notamment Géopost. Et puis les services numériques, on a une branche numérique qui est dédiée, qui est business en fait, effectivement, sur les services numériques. Et je le disais, à l'international en tout cas, on a à peu près 40% du chiffre d'affaires réalisé à l'international. On ne le pense pas, on pense ça très, très franco-français en fait, mais on a quand même des grosses activités de développement à l'international et ce sujet-là est important. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a quand même un statut un peu particulier, La Poste, puisqu'on assure aussi des missions de service public, le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, l'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'accessibilité effectivement des services pour l'inclusion et l'accessibilité. Je le dis parce que c'est important, on parle de Green IT beaucoup, mais pour nous, on ne le dissocie pas du numérique responsable, c'est-à-dire que vraiment, on essaie toujours de traiter le sujet dans sa globalité, environnement, social et sociétal. Et c'est vraiment la posture de La Poste depuis des années. On est depuis 2 ans au numéro 1 de la RSE mondiale, noté par Vigeo Eiris. Donc, c'est important de le dire que c'est vraiment une concrétisation d'un long parcours, effectivement. Alors, en termes de ressources, on est quand même plus de 250 000 collaborateurs. D'ailleurs, ma direction fait toute la paye de La Poste. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et il y a à peu près 10 000 personnes, 10 000 collaborateurs dans les métiers de l'IT. Quand je dis métier de l'IT, ce n'est pas que des informaticiens, on le reverra certainement après. Donc, un gros stock aussi de bâtiments, effectivement, industriels, alimentés en énergie renouvelable à 86% quand même. Une flotte de véhicules électriques la plus importante au niveau mondial. 27% du parc, quand même, sur les 92 000 véhicules. Et puis, des grosses infrastructures numériques, parce que vous doutez bien qu'on a tout un gros portefeuille, effectivement, d'applicatifs à La Poste, que ce soit pour les clients ou internes d'ailleurs. On assure à peu près, effectivement, au travers de nos réseaux de bureaux de poste, 17 000 points de présence postale ou en relais postal. Ce n'est pas que des bureaux de poste officiels, ça peut être des annexes en mairie, des points dans les grandes surfaces, par exemple. Il y a quand même 50 000 points relais en Europe. Et puis, la Poste.fr, là où il y a vraiment, c'est la vitrine commerciale, effectivement, du groupe La Poste, c'est 29 millions de visites, effectivement, uniques par mois.
vous imaginez bien la masse, effectivement. Et l'identité numérique, ça c'est important aussi. C'est plein de services derrière sur la confiance numérique qui nous semble très important dans les sujets d'aujourd'hui, justement, puisque nous avons une identité numérique certifiée par l'Agence nationale des systèmes d'information. Voilà pour le gros tableau de l'entreprise à grosse masse. Voilà. Merci Anne, c'est très très éclairant. On imagine mieux ce que signifie le sujet du numérique responsable à l'intérieur d'une telle entreprise. De ton côté, Julien, je suppose qu'avec la crise Covid qui a sûrement amplifié le poids du digital à travers le e-commerce, notamment le télétravail, on peut que imaginer le fait que cet enjeu Green IT ait aussi pris une autre dimension. Est-ce que tu peux nous donner un peu la situation et quelques chiffres clés sur Decathlon aujourd'hui et l'IT? Oui, la crise Covid a clairement bougé beaucoup les entreprises. Clairement, précédemment, de nombreux collaborateurs venaient en vélo. Donc finalement, ils faisaient déjà un petit peu leur contribution sur la partie impact environnemental. Mais avec la crise Covid, déjà, ils ne pouvaient plus venir en vélo. Donc, ils se sont posé des questions sur quel était l'impact du télétravail. Et donc l'objectif pour ces collaborateurs-là, c'était de pouvoir aussi s'engager sur la partie numérique responsable Green IT. Et donc, le premier sujet, ça a été de pouvoir accélérer aussi et de pouvoir contribuer positivement pour la société au travers déjà de dons de matériel qu'on a pu accélérer grâce à la crise Covid. On s'est rendu compte qu'il y avait des énormes trous dans les besoins des étudiants par rapport aux ressources numériques. Et donc, on s'est mis en lien avec Emmaüs Connect, qui a permis justement à fournir aux étudiants du matériel informatique et ainsi qu'à toutes les personnes qui étaient exclues numériquement. Donc, la crise du Covid nous a permis aussi de nous bouger plutôt pas mal. Après, l'objectif aussi, c'était de pousser à fond les bonnes pratiques pour mieux télétravailler, c'est-à-dire de télétravailler de manière plus responsable. Des choses très simples, ça peut être d'éteindre son écran quand on n'en a pas besoin et quand on est sur des conférences à 50 personnes, de ne pas avoir forcément l'écran ouvert, de profiter aussi de la crise ou du télétravail pour nettoyer ces espaces de stockage d'entreprise. On se rend compte que c'est des sujets aussi qui sont importants et qui ont été très fortement travaillés justement durant cette crise Covid. On s'est rendu compte aussi avec les équipes com, on a été inondé pas mal de com, je pense que dans toutes les entreprises, on a eu pas mal de newsletters dans tous les sens. Je me rendais compte aussi que les newsletters, elles n'étaient pas forcément très green. Et donc, l'objectif, c'était de rajouter ce petit label pour les newsletters, un label Green IT, afin de garantir qu'il y avait une réflexion environnementale avant d'envoyer la newsletter pour qu'elle soit plus sobre au niveau de son impact environnemental. Et puis, sachant que c'était déjà le premier lien avec les équipes, donc ça a permis aussi de pousser ce sujet Green IT durant les communications. Et puis enfin, d'un autre côté, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai créé pas mal de calculateurs différents. Ça a permis aussi de mettre en exergue l'avantage du télétravail par rapport au déplacement trajet-travail. Et donc, le calculateur a été aussi un peu remis à jour. Donc, c'est un calculateur d'empreinte environnementale individuelle qui a été remis à jour avec la crise Covid pour intégrer cette notion de télétravail par rapport aussi au gain d'impact environnemental transport versus la surconsommation en quelque sorte d'énergie dans le logement. Merci Julien. Anne, je te propose que tu puisses nous dire, dans l'entreprise La Poste que tu nous as bien décrite avec l'importance des services numériques, comment la démarche, alors tu as parlé de numérique responsable et on sait que c'est important pour vous d'englober et le social et l'environnemental, mais comment tu peux nous partager plutôt la partie environnementale de ce que vous faites sur le numérique? Oui, alors, écoute, on a commencé en fait par ça, parce que si je résume un peu l'histoire finalement du Green IT, parce qu'on a commencé vraiment par là, même officiellement dans ce qu'on a mis en place, hein. Le Green IT, c'est en 2011, j'en ai parlé tout à l'heure, l'instauration d'un grand programme.
de l'entreprise qui visait effectivement à déjà savoir un petit peu limiter l'impact de l'activité de La Poste, du groupe La Poste, sur son environnement immédiat, mais plus généralement sur son écosystème, on va dire. Et donc, c'est un comité Green IT qui se met en place. C'est uniquement une affaire d'experts presque au départ. C'est-à-dire que c'est vraiment que des informaticiens qui se parlent. C'est les différentes DSI, parce que vous imaginez bien qu'au sein de La Poste, finalement, chaque métier, si je peux le résumer comme ça, le simplifier, a sa propre DSI, sous le chapeau de la DSI Group à laquelle j'appartiens d'ailleurs. Mais du coup, on se parle vraiment qu'entre DSI et sur ces expertises-là. Et très vite, on se rend compte que finalement, c'est un sujet, et puis on a envie d'élargir un petit peu quand même nos réflexions. Donc, on faisait du benchmark, et bien évidemment, le benchmark se focalise un petit peu plus, de plus en plus sur ces sujets-là. Et nous intégrons, nous fondons à l'époque, en 2014, à peu près, le club Green IT avec des experts du numérique responsable, dont je tairai les noms, mais un privé et un du public, on va dire, de l'enseignement supérieur, et puis des grandes entreprises comme Pôle emploi, comme ITCE, comme SNCF. Voilà, je ne vais pas tous les dire, mais on était quand même entre nous un peu, on faisait un peu d'entre-soi. Et finalement, entre-temps, les ODD sont passés par là et on s'est dit non, il faut continuer, même si on travaillait sur des livrables de mesures, de benchmark dans lequel on s'était associé avec le WWF à l'époque d'ailleurs. On s'est dit, il faut diffuser plus largement et pas que sur la partie impact environnemental. C'est comme ça qu'on est venu à fonder l'INR, l'Institut du numérique responsable. Voilà, et La Poste, bien évidemment, s'est inscrite tout entière effectivement dans cette démarche-là, puisque la directrice de l'engagement sociétal, juste pour vous dire que c'est vraiment une coordination entre l'engagement sociétal et la DSI du groupe pour signer cette charte d'engagement sur des thématiques et des valeurs, surtout autour du numérique responsable. Donc, en interne, on installe un comité de pilotage. Notre comité Green IT 2 s'élargit. Il devient comité numérique responsable et il intègre tous les acteurs dont je parlais tout à l'heure autour de l'IT. C'est-à-dire qu'on va bien évidemment associer les achats, IT bien spécialisé, mais les achats. On va associer les directions techniques et logistiques, celles qui acheminent ces équipements, celles qui viennent les réparer, celles qui les entretiennent et les maintiennent. On va associer la direction de l'engagement sociétal, bien sûr, comme vraiment véritablement un sponsor. Et puis, on va aussi ouvrir le sujet à tous nos RSE de nos métiers pour qu'ils puissent être présents au sein de ce comité. C'est un comité de pilotage. On se donne une feuille de route sur toutes ces thématiques que vous voyez là à l'écran, qui sont bien plus larges qu'effectivement le Green IT, mais je pourrais parler effectivement des achats. C'est vraiment une thématique du Green IT importante, mais nous, plus généralement, quand on pose des critères dans les consultations, on pose des critères qui sont sur les 3 dimensions, mais je pourrais vous dire que bien évidemment, la gestion environnementale est un critère majeur. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui se réglemente en ce moment, tout simplement. L'autre est un peu moins, l'autre partie sociétale est beaucoup moins réglementée pour l'instant. On y vient avec tout ce qui vient comme réglementation sur l'IA, par exemple. Voilà. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on se focalise effectivement sur ces sujets de gestion environnementale, mais pas que, pour ce qui concerne le groupe La Poste. Et puis, on fait de l'empreinte et de la maturité, on mesure notre empreinte de différentes manières. Nous avons notamment un applicatif que nous avons monté en interne et depuis 2014, d'ailleurs, je le dis, c'est important, on mesure l'empreinte du parc informatique du groupe La Poste. On fait un inventaire tous les 2 ans, on rentre tout ça dans cet applicatif-là et nous avons en sorti les gaz à effet de serre forcément, mais sur l'ensemble du cycle de vie. Nous avons la consommation énergétique de la phase d'usage l'on croise avec la mesure qui est faite des bâtiments chez nous, La Poste, puisqu'on a quand même des bâtiments qui sont managés par l'ISO 50001, qui est la norme qui régit le management de l'énergie. Donc, ça veut dire qu'on fait des mesures dans nos bâtiments et on est capable de recouper ce que
coûte l'informatique effectivement dans cette consommation-là. Et puis toujours sur cette mesure d'empreinte, on travaille en ce moment, on est en voie de protocole de certification par nos commissaires aux comptes pour intégrer l'empreinte effectivement des hébergements externes, donc en scope 3, dans l'empreinte du groupe La Poste, par exemple. La conception responsable de services numériques, on va aller chercher dans les équipes projets, dans l'instruction projet, dans les comités d'architecture. On va aider les équipes projets à effectivement instruire leur développement, effectivement, selon les principes. Alors, de la conception responsable de services numériques, je le dis, c'est important parce que c'est pas que de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur la partie développement, puisqu'on sait effectivement que la plupart des impacts d'un service numérique, c'est celui de la conception. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur l'ensemble du cycle de vie effectivement du service numérique et on va travailler sur les exigences effectivement de nos clients, internes certes, mais de nos clients, être sûr qu'on soit bien dans le strict besoin et pas au-delà. On fait du conseil dans la sobriété et après on va tirer toutes les briques du projet avec toutes les dimensions qui vont bien sur comment on achète, si on a besoin d'acheter des matériels ou si on achète un logiciel, voilà. Donc toutes ces phases-là sont travaillées sous l'angle un peu ACV finalement, hein, analyse de cycle de vie. On regarde des dimensions d'accessibilité, on regarde la fin de vie, c'est-à-dire voilà, la durée prévisionnelle en tout cas de l'applicatif. Et puis sensibiliser, former, parce que bien sûr, on est là nous en experts encore, mais ça, c'est une vraie conduite du changement, le Green IT. Ne serait-ce que la partie Green IT dans une entreprise, il faut mettre en face effectivement énormément de sensibilisation pour éveiller aux enjeux, mais il faut former, réellement former, je pense, effectivement. Alors bien sûr des profils particuliers, mais pas que. Je pense qu'il faut former aussi des acheteurs, il faut former aussi des marketeurs, il faut former aussi la communication, par exemple, sur tous ces principes-là. Et puis, le dernier point que je voulais souligner, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est la veille et la stratégie institutionnelle. Parce que nous sommes clairement dans un contexte de réglementation de plus en plus importante, de plus en plus forte. Et c'est important de veiller, contribuer à des positionnements de l'entreprise, effectivement, par rapport à des projets hein, de loi, de règlement, que ce soit national ou européen. Et donc, on réunit aussi toute une équipe de lobbyistes, on va dire ça comme ça, pour effectivement essayer de contribuer et puis surtout d'anticiper les travaux à faire dans ces différentes thématiques derrière. Voilà, si je résume. Hein. Merci Yann, c'est très éclairant cette slide, elle nous donne déjà beaucoup d'éléments et ce que tu disais sur ton dernier point, en effet, je pense que la réglementation, elle est la même désormais pour toutes les entreprises, donc je suppose que pour toi Julien, c'est pareil, ça doit être un moteur pour accélérer ces sujets et je voulais savoir justement quel levier de votre côté vous aviez choisi d'actionner, quelle stratégie vous aviez mettre en place ou vous êtes en train de mettre en place du côté de Decathlon. Oui, bah effectivement, comme Anne a pu le montrer précédemment, j'ai pu identifier globalement les mêmes indicateurs, les mêmes gros enjeux à adresser. Donc, durant mes 4 années d'expérience sur le sujet du Green IT, voilà, j'ai pu définir une sorte de schéma pour adresser le sujet du Green IT de manière, de pas à pas ou de manière en escalier pour aller atteindre finalement le Graal du numérique responsable ou du Green IT qui restera la low-tech. Donc, c'est comment faire avec très peu de ressources le même service pour les utilisateurs. Donc, c'est un escalier qui est en 6 étapes et qui permet en fait d'adresser le sujet très progressivement mais assez efficacement. Et clairement, aujourd'hui, le premier sujet qu'on doit adresser dans nos entreprises, et je pense que pour toutes les personnes qui écoutent aussi, c'est un réel sujet, c'est la volonté d'entreprise. Parce que effectivement, globalement, les actions individuelles, elles vont s'essouffler s'il n'y a pas une réelle motivation d'entreprise qui puisse être très fortement poussée par la direction informatique pour qu'on puisse lancer des actions derrière avec des vraies mesures et avoir du vrai budget pour éviter de s'épuiser de manière individuelle. Donc ça, c'est vraiment une clé très forte pour avancer, pour lancer ce sujet du numérique responsable. Et clairement, déjà, le premier sujet, c'est d'allouer des ressources. Chez Decathlon, il y a 2 personnes qui travaillent sur ce sujet numérique responsable. Malheureusement, on n'est pas à 100%, mais globalement, voilà, l'objectif, c'est déjà d'avancer
à travers ces ressources-là. Comme Anne l'a pu le dire aussi, la volonté d'entreprise, c'est aussi d'allouer du budget, et c'est-à-dire, comme Anne, finalement, on a aussi lancé, depuis 3 ans, on était associé au club Green IT, on a lancé l'Institut numérique responsable avec le groupe La Poste, et maintenant, finalement, on est acteur et contributeur au même titre que d'autres grandes entreprises pour relayer finalement ce Green IT en France et même déjà maintenant un peu plus à l'étranger. Donc ça, c'est top comme action. C'est grâce aussi à ce sujet de volonté d'entreprise. Le deuxième gros sujet, c'est la sensibilisation. C'est Anne, comme tu le disais aussi, c'est comment former les utilisateurs pour leur faire prendre conscience que le numérique a un impact environnemental et comment on fait pour l'adresser à travers ses actions quotidiennes, ses projets informatiques. Aujourd'hui, sur ce sujet de la sensibilisation, j'ai développé plusieurs calculatrices, et la première, en fait, c'est une calculatrice d'impact individuel environnemental, et cette calculatrice a été aussi reprise par l'Institut numérique responsable, et elle permet de se mesurer, de visualiser finalement très concrètement où sont les impacts individuels et sur quels sont les leviers que je peux adresser pour pouvoir déjà m'animer individuellement. Il y a un sujet aussi de sensibilisation à travers de la communication un peu plus originale que juste une newsletter. On a essayé de faire des BD pour mettre en exergue des sujets autour du Green IT. Ça permet de communiquer différemment et puis d'attirer un peu plus l'attention. Clairement, après, c'est comme dans toutes les entreprises, c'est d'avoir aussi un site web en interne qui puisse pousser toutes ces bonnes pratiques. Sur le troisième point, c'était la partie mesure, et Decathlon, tout comme La Poste et tout comme finalement toute grande entreprise doit le faire, c'est se mesurer et d'avoir une mesure globale de l'entreprise au moins une fois par an pour savoir quels sont les enjeux, quels sont les sujets qu'on doit adresser et où se trouvent les gros impacts, les gros hotspots, comme on dit en analyse de cycle de vie, sur lesquels on doit s'adresser dans l'entreprise. Et pour ça, j'ai créé un calculateur parce que Decathlon, on est aussi beaucoup à l'international. Et l'objectif, c'est que chaque pays puisse se mesurer à travers un calculateur assez simple. Quels sont le nombre de laptops, de desktops, quels sont les hébergements, quels sont les serveurs qu'on va associer pour que, pareil, on puisse se mesurer efficacement. C'est celui d'après, je pense. Celui d'après encore, pardon. C'est le dernier, voilà, c'est celui-là. Et donc ça, c'est un calculateur numérique plutôt orienté pays à des fins de mesure et d'animation aussi plutôt globale. Donc on a bien un individuel et un global après. Après, on a un sujet aussi de mise en action et d'accompagnement des projets aussi bien digitaux que des projets matériels. Clairement, on a accompagné le projet de balisage électronique en magasin. Est-ce que c'était positif ou négatif par rapport à du balisage papier? Voilà, on a fait des études dans ce sens-là pour bien montrer en exergue aussi que le balisage électronique avait aussi un impact environnemental fort et que ce n'était pas négligeable aussi pour l'entreprise. Le cinquième point, c'était l'éco-conception. Et Anne, je pense que tu en as bien parlé sur comment on anime ces sujets-là, comment on fait pour que ce soit l'informatique éco-conçoive au même titre qu'on peut éco-concevoir des produits. Qu'on puisse concevoir des services numériques. Et puis après, l'objectif, c'est clairement la low-tech, mais globalement, on n'y est pas encore, on est encore assez loin. On est plutôt en mode full digital, très fortement sur le e-commerce et sur la digitalisation de tous nos environnements. Donc voilà. Et donc chez Decathlon, globalement, on est entre le 3 et 4. Moi, j'aimerais bien qu'on pousse un peu plus vers le 5 sur l'éco-conception. Mais voilà, on monte progressivement sur cette échelle, je vais dire. Super, merci, c'est très clarifiant et tu as dit que il y a tout un panel, on va dire, d'outils, que ça passe de la sensibilisation à des calculateurs, de la formation ou bien du lobbying, comme vous le dites. On sait que dans nos entreprises, en tout cas dans l'écosystème AFM,
tout sujet à ces indicateurs de suivi. Aujourd'hui, pour le Green IT, c'est quoi vos indicateurs clés qui vous servent de pilier pour passer à l'action? Parce qu'en fait, sur cette dernière partie, il nous reste encore quelques minutes pour échanger avant les questions-réponses. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est concrètement, pour toutes les personnes qui nous écoutent, concrètement, c'est quoi les clés de succès pour passer à l'action, et le sujet finalement des indicateurs de suivi nous intéresse. Peut-être Julien, pour enchaîner. Ouais, je vais continuer dans ce cas-là. Aujourd'hui, c'est pas très simple, parce qu'aujourd'hui, nos entreprises, elles sont en train de se transformer. Elles veulent passer de pur retailer à pur e-commerçant, voire très fortement e-commerçant avec des marketplaces et ainsi de suite. Donc, c'est une grosse transformation digitale qui est en train de s'opérer. Et forcément, il y a un impact numérique qui est d'autant plus important. Aujourd'hui, les indicateurs globaux animés par l'entreprise, par la DSI, sont plutôt orientés sur la disponibilité des outils informatiques, de la sécurité. Et les indicateurs globaux Green IT, ils ont encore du mal à percer. Clairement, chez Decathlon, c'est encore dur, malheureusement. Mais voilà, il faut y travailler, et je sais que ça va arriver, un de ces quatre, parce que les 3 P du People, Planet, Profit, la partie planète, elle se doit être un enjeu aussi très important. Aujourd'hui, les principaux indicateurs sur lesquels on s'anime, c'est le nombre de personnes qui sont formées à l'éco-conception de services numériques. Aujourd'hui, il y a 16 personnes qui sont formées sur ce sujet-là chez Decathlon, qui sont initiées, et donc l'objectif maintenant, c'est qu'elles deviennent actrices dans leur projet. Le deuxième indicateur, c'est la durée de vie du matériel. On était avant plutôt sur du 3 ans maximum sur de la durée de vie du matériel. Aujourd'hui, on est plutôt à 3 ans et demi. Demain, l'objectif, c'est de peut-être passer à 4 ans, donc d'allonger et de plus obliger les gens à renouveler leur matériel, mais plutôt d'arriver donc en obsolescence peut-être pas programmée, mais en obsolescence poussée, mais plutôt d'arriver sur le monde du matériel ne fonctionne plus, dans ce cas-là, ramène-le. Un autre indicateur, c'est le nombre de projets éco-conçus qui sont lancés, ou qui ont cette dimension un peu plus planète qui est intégrée dans la roadmap ou dans les user stories, comme on dit. Et puis, d'intégrer aussi dans les achats, Anne aussi l'a dit, dans les achats, les critères environnementaux et peut-être sociaux demain dans les appels d'offres, pour que ce soit de manière plus systématique. Clairement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est très nouveau, qui est très mouvant. Les indicateurs, ils sont encore très fragiles. Mais l'objectif, c'est pas de se dire, en fait, on va mesurer le plus précisément possible, mais c'est de se dire, on va monitorer l'évolution de ces indicateurs-là pour avoir plutôt monitoré une baisse de ces indicateurs. Merci beaucoup, Julien. Je voyais Anne acquiescer sur la difficulté d'avoir les bons indicateurs. Je vis la même chose chez nous. Et de ce fait-là, Anne, est-ce que tu pourrais nous partager quelques clés de succès, et puis justement, si vous avez fait la mesure de l'empreinte environnementale de manière peut-être un petit peu plus… un peu plus serrée, oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors déjà peut-être qu'il faut resituer un petit peu les enjeux pour la Poste, parce que c'est vrai, Julien en a parlé, on veut tous se transformer. On a passé une période Covid qui a renforcé certaines exigences. On voit bien qu'on est dans une transformation de la société, que ce soit la transition écologique. Là, on est quand même dans des transformations démographiques aussi. On a une population vieillissante, on a pas mal d'ambitions. En tout cas, celle de la Poste, c'est de venir finalement surtout d'entériner le fait qu'elle soit au service des citoyens, fondamentalement dans son ADN, et qu'elle soit en préservation de l'accès à tous à ces services-là. Et l'idée, c'est ce qui a été acté entre-temps, c'est de passer exactement, c'est le bon slide, en entreprise à mission. Et l'entreprise à mission, elle comporte 4 engagements effectivement importants, qui sont reliés bien évidemment aux objectifs de développement durable. Donc, contribuer au développement et la cohésion du territoire, toujours dans la question effectivement des missions de service public notamment. Favoriser l'inclusion sociale, promouvoir un numérique éthique, inclusif et frugal, parce qu'on développe de plus en plus d'offres aussi, mais pour nos collaborateurs, mais pour nos clients. Et puis, œuvrer à l'accélération de la transition écologique. Et je crois que finalement, le numérique responsable a bien une dimension partout dans ces engagements-là. Et on le voit, favoriser l'inclusion sociale, on va traiter effectivement de tout ce qui est accessibilité numérique et puis d'économie circulaire, par exemple.
pour revenir vraiment aux questions d'indicateurs, ça veut dire que finalement, maintenant qu'on est devenu entreprise à mission, ça veut dire qu'on a un engagement de résultats beaucoup plus fort. Et pour venir entériner ce que l'on est depuis effectivement des années, nous travaillons, nous essayons de nous projeter dans des indicateurs qui, comme l'a dit effectivement Julien, sont encore fragiles aujourd'hui parce que mis à part effectivement les indicateurs de mesure qui nous aident à avoir des leviers derrière, notamment sur les équipements. Parce que quant à la Poste, on mesure des équipements, on mesure des postes de travail, mais on mesure aussi des équipements de services numériques comme des serveurs, et cetera. Et donc, ça veut dire qu'on est capable aussi de regarder leur durée de vie. On est à 6 ans, 6 ans et demi même, je crois, sur les dernières mesures, sur les postes de travail, notamment sur les ordinateurs portables. Ce qui est, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, hein. Voilà, c'est difficile. Mais ça nous permet aussi, pour le coup, de voir lesquels sont les plus émissifs et derrière, d'aller rechercher effectivement le levier dans les achats qui vont bien pour mettre des exigences sur les nouveaux matériels. Alors, on n'est pas encore prêt pour la partie location de matériel, c'est compliqué. Par contre, on industrialise nos réemplois et à visée inclusion, par exemple. Et ça, on est en train de poser vraiment des indicateurs, effectivement, d'impact environnemental, mais plus global, ce qu'on recherche en dehors de tous les indicateurs qu'a pu citer effectivement Julien, c'est des indicateurs qui nous permettent effectivement de montrer en quoi notre statut effectivement d'entreprise à mission nous permet effectivement d'avoir un numérique responsable utile à tous. Voilà, c'est ça qui est important, hein, je pense. Et puis, quand même, pour finir, je l'ai dit tout à l'heure aussi, je me répète beaucoup, je pense, mais la réglementation qui arrive va être de plus en plus exigeante en termes d'indicateurs. Et on en voit apparaître déjà aujourd'hui. Il faut aussi que les entreprises se posent la question de sa capacité à suivre tout l'ensemble de ce corpus d'indicateurs, notamment si on est soumis aux exigences des notations extra-financières et de leur contrôle. Voilà. Donc, c'est aussi un peu dans cette situation-là que la Poste se place et essaye de resserrer ses réflexions sur des indicateurs stratégiques du numérique responsable, mais aussi opérationnel, bien évidemment. Merci Anne. Je pense que le mot exigence va être un des mots retenus de ce webinaire. Il est déjà malheureusement le temps de terminer les interviews, mais c'est pour mieux se retrouver après, puisqu'on va passer aux questions-réponses d'ici quelques minutes. Vous vous souvenez que vous pouvez toujours lire toutes les questions qui ont été posées et voter pour elles. On vous laisse encore quelques minutes pour poser vos questions et voter, puisqu'on va laisser la parole à Ludovic, qui fait partie donc de notre groupe d'organisation. Et Ludovic, je vais lui passer la main. Coucou, es-tu là, Ludo? Il va se prêter à un petit exercice de synthèse, puisque avec quelques phrases clés qu'il a relevées, quelques notions, il va nous livrer ce qui l'a interpellé. Et comme ça, on va remettre un peu de l'ordre dans nos idées et ça nous laisse le temps comme ça de découvrir vos questions. Merci beaucoup Marie, merci à tous les quatre. En tout cas, effectivement, petit exercice alors de synthèse, je serais bien prétentieux, mais en tout cas, quelques points effectivement que je retiens. Le premier, c'est, et on va voir sur le slide, 2 égale 800. C'est un chiffre que j'ai retenu, on a eu beaucoup de chiffres, le chiffre de 2 kilos pour 2 kilos d'ordinateur. Derrière, c'est 800 kilos de ressources fossiles et de minéraux et plusieurs milliers de litres d'eau. Voilà, ça m'a beaucoup interpellé, j'avoue que je n'avais pas du tout cette notion en tête. L'élément suivant, c'est la notion d'ouverture qui est beaucoup ressortie de ce que j'ai entendu, Anne et Julien. Ouverture à la fois par rapport à l'écosystème, ne pas rester seul, mais s'ouvrir, écouter ses collaborateurs, écouter ses clients, écouter ses partenaires, s'ouvrir à d'autres entreprises, benchmarker, mais en tout cas ne pas rester seul. Et puis ouverture également par rapport au fait que le Green IT, derrière, il y a aussi le numérique responsable, et derrière le numérique responsable, il y a aussi l'entreprise à mission, et que tout ça fait un tout cohérent. Et donc, il y a vraiment cette notion d'ouverture et d'interdépendance, quelque part, qui m'a beaucoup marqué dans tout ce que vous avez dit. Les mots suivants, oui, j'ai mis cohérence et mesure.
Alors, j'ai été beaucoup frappé. Alors, j'ai mis cohérence et pas exigence, Marie, mais ça aurait pu rejoindre la notion d'exigence, cohérence par rapport à, voilà, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses. L'importance aussi d'assurer derrière une cohérence là-dessus pour que les gens ne soient pas perdus et que ça soit visible ce qui est fait et que ce ne soit pas des petites actions déconnectées les unes des autres à droite à gauche. La mesure, vous en avez beaucoup parlé également. Je pense que la calculatrice de Julien va bien se vendre ce soir. C'est le moment de faire une offre, Julien. Mais oui, beaucoup de l'importance de la mesure. Julien, tu disais une fois par an. Anne, tu parlais de mesures d'impact, effectivement, parce que c'est pas mesuré pour se faire plaisir, mais pour vraiment voir l'impact. Et puis, même si c'est difficile aujourd'hui, c'est important, vous l'avez dit à de multiples reprises, que derrière cette fragilité d'avoir des chiffres, c'est nécessaire d'en avoir et au moins de suivre l'évolution de ces chiffres. Donc, je trouvais que la notion de mesure est beaucoup ressortie également. Les mots suivants, alors c'est pas le 3P, le People, Profit, Planet, mais c'est le 4P, les plus petits pas possibles et grands programmes. Vous nous avez expliqué, je trouve, des approches un peu différentes. D'un côté, Julien, qui était plus dans une approche des petits pas, avec les 6 étapes progressifs. On était avec Anne, côté de la Poste, avec plutôt un grand programme, avec des comités de pilotage, d'une organisation très structurée en termes de gestion de projet. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là, évidemment. Les deux approches, c'était intéressant justement de confronter, je trouve, un petit peu vos deux approches. Et puis, ces deux approches avec un point commun, vous avez là aussi sur lequel vous avez insisté, la volonté de l'entreprise qui est le point de départ. Il faut une réelle volonté d'entreprise, tu disais, Julien, pour lancer et pérenniser ce type de démarche. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? Oui, c'est ça. Anne aussi, sur cette notion de grand programme, qui insistait, on le voyait aussi à travers ce que disait Julien, sur le fait que c'est une vraie conduite du changement derrière. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, d'autant plus que la réglementation, c'est ce que j'ai retenu aussi, que la réglementation a beaucoup changé, change beaucoup et va beaucoup changer. Donc, d'où la nécessité d'être à la fois agile et d'être dans une logique de conduite du changement. Enfin, un dernier point pour respecter le timing, sinon je ne pourrais pas passer devant la porte de Marie. Rome, je retiens une phrase un peu positive que j'ai entendue au départ de la part de Anne, tous les chemins mènent à Rome. Effectivement, je trouvais intéressant et sympa cette idée de se dire que voilà, on est tous acteurs. En fait, moi, ce que je retiens derrière cette idée-là, c'est on est tous acteurs à travers nos convictions, à travers des opportunités. On peut tous, à notre niveau, alors Anne et Julien en pilotant et Olivia en pilotant des programmes et des projets, mais chacun peut être acteur et tout mène au Green IT, tout mène au numérique responsable, tout mène à l'entreprise à mission. Donc voilà, je trouvais intéressant de finir par cette notion de tous les chemins mènent à Rome. Voilà en quelques phrases qui, encore une fois, ne se veulent pas être une synthèse, mais juste quelques popcorn qui m'ont interpellé. Encore merci pour vos interventions. Merci Ludovic pour tes efforts. Et puis, on va couper ton micro. Voilà. Et donc, je vais me retourner vers Anne et Julien. Vous voyez qu'on avait énormément de questions. Certaines se recoupent, certaines sont des pépites. On va essayer d'en traiter un maximum. Et si je commence par celle qui a été le plus posée, finalement, vous n'allez peut-être pas pouvoir y répondre seul. Et donc, on va avoir besoin de vous qui êtes derrière vos écrans. La première question, c'était c'est Charles qui l'a posée, parmi les entreprises qui sont présentes ce soir, donc ça s'adresse aussi aux participants. Est-ce que certaines d'entre elles ont réussi à inclure l'émission du CO2 du numérique à l'intérieur de leur bilan carbone? Ce que je vous propose, c'est de répondre dans le chat si c'est votre cas, ou à l'inverse, si vous êtes en chemin, ou si ce n'est pas du tout le cas. Ça donnera déjà un bon état d'esprit. Et puis peut-être de votre côté, Anne et Julien, je ne sais pas si vous connaissez des élèves modèles, ou si ce n'est pas vous, peut-être votre voisin, mais en tout cas, qui parmi les entreprises que vous connaissez aurait déjà réussi à inclure cette émission de CO2 du numérique dans le bilan carbone?
On est en train de le faire, nous, la Poste, mais je pense qu'on est assez précurseurs et c'est, je pense, pas encore vraiment tout à fait, tout à fait généralisé, hein. Voilà. Mais c'est la volonté aussi de la directrice de l'engagement sociétal qui est quand même très active chez nous pour être très pionnier sur le sujet et surtout le rester, hein. Voilà. Alors là, il y a Roselyne Carton qui dit « pas nous ». Donc, je ne sais pas qui est nous, mais apparemment, on n'a pas encore de personnes. Ah, c'est en chemin pour Auchan, apparemment. Est-ce que d'autres entreprises souhaitent donner leur propre réponse? Vous pouvez continuer à répondre sur le chat. Donc, boulanger, ce n'est pas encore le cas. Olivia et Julien, qui connaissaient bien l'écosystème AFM et les entreprises et leur situation, est-ce que vous avez comme ça identifié, vous, des bons élèves ou des personnes qui sont peut-être un peu plus en avance ou des modèles? Vas-y Olivia, je te laisse répondre. Je vais répondre après. Comme on parlait d'indicateurs, avec la difficulté d'avoir les bons indicateurs, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément, et ça répond aussi à une question qui était sur la calculatrice universelle. En fait, aujourd'hui, on n'a pas forcément de référentiel normé sur lesquels on peut s'appuyer avec certitude. Donc c'est ça la difficulté. Donc aujourd'hui, quand on va intégrer dans le bilan carbone des éléments numériques, on ne va pas intégrer toute l'IT. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'ADO, dans notre bilan carbone, les déplacements de nos collaborateurs IT sont pris en compte. On a les PC qui sont pris en compte. On a nos caisses. On a nos écrans, nos imprimantes. Mais par exemple, on n'a pas nos bornes Wi-Fi. On n'a pas nos routeurs. Donc, c'est toujours la difficulté, c'est l'exhaustivité de la mesure. Donc, l'exhaustivité de la collecte de toutes les données IT. Et le deuxième élément, c'est d'avoir l'équivalent carbone. Donc, aujourd'hui, en France, il y a l'ADEME qui a un référentiel de données. Et il est encore en train de se mettre à jour avec le projet Négaoctet, avec pas mal de projets de recherche pour avoir justement une lecture un peu plus, je ne vais pas appeler universelle, mais en tous les cas, normée au moins par pays. Voilà. Ouais, comme tu le dis, Olivia, effectivement, chez Decathlon, c'est le même principe, hein. Aujourd'hui, on monitore la consommation énergétique de nos postes, c'est-à-dire scope 1 et 2. Mais sur le scope 3, c'est là où il y a le plus gros impact environnemental. Aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte dans le bilan carbone. Et sachant que je pense que chez ADO et chez Decathlon, aujourd'hui, le numérique a un impact encore très faible au regard du volume d'émissions CO2 générées par nos entreprises. Je ne sais pas au niveau La Poste si le ratio est identique, mais aujourd'hui, chez Decathlon, on est à moins de 1% des impacts environnementaux CO2. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un petit peu mis de côté. Peut-être pas mis de côté sur la mesure, mais au moins, on a la mesure, mais on est moins pris en compte que des produits physiques tels qu'on peut les vendre chez Decathlon. Oui, à la Poste, on est à peu près à 10% quand même, hein. Donc, c'est quand même un sujet. Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'intégration du scope 3 des hébergements, parce qu'on a la chance quand même d'avoir des hébergeurs, des fournisseurs qui publient leur intensité carbone. Et du coup, on fait alors, on s'est rapproché d'eux sur la méthodologie. On sait qu'elle n'est pas universelle, mais c'est une mesure. Ça nous permet de la comparer quand même dans le temps. Et pour le coup, on a tout un protocole de saisie qui nous permet effectivement de calculer finalement notre empreinte par rapport à la masse d'achat sur ces fournisseurs-là. Voilà. C'est un calcul un peu, voilà, mais c'est en train d'être pour l'instant validé par les commissaires aux comptes chez nous. Donc, voilà. C'est un sujet à l'étude, mais qui peut-être aboutira en attendant cette méthodologie magique qu'on attend tous depuis longtemps. Merci Anne. Je vais me permettre une question, alors c'est un regroupement de plusieurs questions, un petit peu sur la transformation de la société qui est un petit peu comme Julien l'a dit aussi, on digitalise de plus en plus nos métiers, tous nos métiers, tous les pans de nos vies. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu inconciliable à traiter le Green IT et cette digitalisation? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se retrouver à une difficulté d'adresser le besoin business et cette responsabilité environnementale? Voilà, je suppose qu'il y avait une réponse normée, mais quelles seraient vos réflexions là-dessus? Merci.
Je me permets, Julien, Liliane. je ne sais pas si tu allais le couper ou pas, je ne sais pas. Si tu ne veux pas, je dis. Ouais. Alors, moi, j'ai quand même une approche un petit peu plus. Alors, le People, Planet, Prosperity, maintenant, c'est plus vraiment profit. Donc, ça a changé il y a peu. Il y a dedans un peu aussi la question économique de l'entreprise qui fait ça. Donc, ça veut dire que le numérique responsable et le Green IT, ce n'est pas de l'absolu. C'est-à-dire qu'on essaye de concilier effectivement l'ensemble des piliers pour que l'entreprise, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, continue quand même à subsister. Le prosperity dit bien aussi la notion de résilience et de continuité effectivement dans le monde dans lequel on traverse aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas se passer effectivement de numérique aujourd'hui. Il a des effets très positifs tout de même, quand même, il ne faut pas l'oublier. On a toujours tendance à le bafouer un petit peu effectivement parce qu'on connaît surtout ses impacts négatifs, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Et les choix de l'entreprise, c'est aussi de justement essayer de pas de provoquer un petit peu toute cette surconsommation-là. Et dans les bonnes pratiques de l'entreprise, c'est justement générer de la sobriété. Donc c'est quand par exemple le courrier chez nous vend des offres marketing à leur clientèle pro, c'est aussi savoir-faire dans le dimensionnement du service qu'ils font avec eux au juste besoin et dans le conseil de sobriété. Voilà. Et de mon côté, la réponse était effectivement, on dit toujours que le numérique ou bien le digital va sauver le monde. Je pense que on va arriver un petit peu comme le pétrole va sauver le monde il y a quelques années, mais on va arriver aussi à des limites au niveau des ressources. Donc, il faut qu'on se pose dès maintenant effectivement cette question de la prospérité, de la durabilité aussi du numérique dans le temps et de son usage plus raisonné dès aujourd'hui pour que demain, on puisse aussi, nos enfants, nos petits-enfants, puissent aussi profiter du numérique tel qu'on l'a aujourd'hui sans le surconsommer Et de notre dépendance, je rajouterais même, parce qu'on est quand même très dépendant. De ce fait-là, super transition. Je te laisse un peu, Marie, mais super transition sur une question qui était deux fois sur la notion de low-tech, puisque quand on dit la dépendance et donc notre capacité à pouvoir avoir un Internet demain, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on entend par low-tech pour un petit peu expliquer, clarifier pour les gens ce que veut dire low-tech. Toi, Julien. Alors, oui, je me lance. Donc la low-tech, qu'est-ce que c'est? C'est finalement se confronter à une pénurie de ressources et de se dire comment, avec un minimum de ressources, potentiellement demain, plus de ressources énergétiques telles qu'on peut les avoir aujourd'hui, donc c'est-à-dire de ne plus avoir de centrales nucléaires, d'énergie à foison, comment on peut arriver à délivrer un service numérique peut-être un peu dégradé, mais qui puisse quand même proposer un service suffisant pour la consommation. Donc, par exemple, il y a le site qui s'appelle Low-Tech Magazine, qui est super intéressant et qui est, lui, il consomme de l'énergie qu'il produit. Donc, il est uniquement alimenté par des panneaux solaires, par un petit ordinateur. Et donc, finalement, c'est de se dire aussi ce service-là, une fois qu'il n'y a pas d'énergie, quand il n'y a pas de soleil, où il y a le jour où il y a trop de visites, à un moment, c'est-à-dire que le site il peut tomber, mais c'est-à-dire que demain, potentiellement, on va arriver à ce type de service qui va potentiellement se dégrader. Et c'est d'intégrer tous ces futurs usages ou d'intégrer cette résilience-là aussi dans nos services dès aujourd'hui. Ça marche. Merci, Julien. De cela, peut-être une question pour Anne, parce que je sais que il y a une question sur existe-t-il des certifications Green IT et quel est leur niveau de reconnaissance nationale ou internationale? Alors là, c'est plutôt ma casquette vice-présidente de l'INR qui va parler. Pour le coup, je voulais éviter ça ce soir, mais bon.
C'était pas l'objectif. Les certifications existent auprès des experts du marché, hein, voilà, mais il y a aussi l'Institut du numérique responsable, puisqu'on en a parlé tous les deux avec Julien, je me sens moins coupable, qui est en train effectivement de mettre en place de la formation, de la sensibilisation sur lesquelles, dans un premier temps, on va plutôt donner des certifications de connaissances, puisque l'INR n'est pas aujourd'hui un organisme de formation. Par contre, il a agréé effectivement un certain nombre justement d'organismes de formation pour délivrer de la formation réellement et des certificats de compétences. Voilà. Donc, c'est des vraies certifications qui sont effectivement reconnues dans les registres RCPF. Voilà. Et on peut d'ailleurs préciser que quand on parle de international, faut savoir que le sujet du Green IT à l'international, en France, on est plutôt moteur. L'Europe suit, mais donc voilà, ce qui est reconnu en France fait foi, je pense, globalement au niveau international. Je peux même dire que ce sujet va grandir encore plus certainement au niveau européen, alors qu'il est déjà très présent. Il y a quand même le Green Deal, hein. Mais c'est bientôt la présidence de la Commission européenne par la France. C'est un sujet. Merci. Je vois qu'il y a eu une question qui a été posée également pour un côté ouvrir nos chakras. Il y a eu une question qui a été posée à l'ensemble des participants aussi, hein. Google et Facebook, qui gèrent de plus en plus nos outils de travail, ont-ils un engagement fort sur ce sujet, et la collecte de données et l'utilisation de ces données par ces géants du numérique ne pose-t-il pas question, ne pose-t-il pas problème? Est-ce que vous avez vous-même une position sur ce sujet-là? Et peut-être dans le chat, n'hésitez pas à réagir également à la réponse, je crois, de Morgane. Cette question, on déborde un petit peu sur la partie Green IT. Ouais, ouais. C'est la confiance numérique, hein, c'est la confiance numérique. Hein, ouais. Clairement, aujourd'hui, je trouve que c'est des acteurs qui veulent s'engager déjà sur la partie Green IT. Au moins, voilà, je ne sais pas si c'est du greenwashing ou si c'est de la réalité, mais globalement, ils ont des volontés d'arriver au moins sur de l'énergie renouvelable, sur de la durabilité, sur de la réparation dans leur data center. Donc voilà, il y a des choses qui sont plutôt positives chez eux. Après, effectivement, sur la partie utilisation des données, ne se prononce pas, j'ai envie de dire. Tu as raison, on déborde de notre sujet, on parle de la data, du green data, qui pourra faire l'objet d'un futur sans transition. Je pense que ça peut faire l'objet d'un sujet. C'est un vrai sujet, oui. Et on sera ravis de l'explorer lors d'un prochain sans transition. On va garder ta question, Morgane, la mettre au frigo, mais on te promet de la sortir avec des intervenants qui sont tout aussi passionnants. Il y a d'autres questions également. On parle ici de l'indice de réparabilité. C'est Maxime Jalut qui disait ce serait quoi vos conseils pour qu'on puisse passer le message de l'impact de l'IT, prendre réellement conscience? Est-ce que vous avez des conseils? Maxime parlait notamment des ateliers fresques du climat vers les leaders. Voilà. Par exemple. Ce côté prise de conscience, ce serait quoi vos grandes idées là-dessus? Alors, ouais, vas-y. Ah, tu veux essayer? Je n'ose pas, donc vas-y. Non, après, voilà, moi, l'objectif, c'était aussi justement de mettre à disposition des calculateurs, des premiers calculateurs. Je pense que c'est peut-être des choses un peu basiques, je l'ai remis dans le chat, mais ça permet déjà d'avoir un indice ou bien une première mesure qui permet d'avoir conscience, de prendre conscience de ce sujet-là. Ça, c'est plutôt sur la mesure. Après, effectivement, il y a la fresque du climat, il y a la fresque du numérique aussi, qui est plutôt pas mal pour engager le sujet et relayer ça dans les équipes. Et après, c'est de faire des formations. Il y avait aussi une question un peu au-dessus sur la partie formation, de faire des formations aussi bien sur la partie sensibilisation, donc état de l'art du Green IT, sur la partie éco-conception, pour que dans les équipes tech, que ce sujet de l'éco-conception puisse aussi être adressé dans les produits qu'on délivre côté digital. Ouais. Et justement, Julien, par rapport aux calculatrices, la question était de savoir est-ce que c'était open source pour pouvoir le partager? Est-ce qu'il y a des oui, elle est open source et elle est disponible sur GitHub.
ceux qui le souhaitent, qui veulent contribuer à la modifier ou à l'enrichir. Et elle a été reprise justement par l'Institut numérique responsable qui a fait une copie pour la designer à son image. C'est ce Et qui j'ai est pas de intéressant. royalties dessus. Ouais, c'est vrai, tu as raison de le préciser. C'est strictement volontaire. Ce qui est important aussi, c'est quand on fait de la mesure, je pense qu'il faut aussi le traduire dans des choses parlantes. Par exemple, quand on a un niveau effectivement d'émissions de gaz à effet de serre, c'est de se dire qu'avec ce niveau-là, on peut faire tant de kilomètres en voiture, en fait, quoi. C'est-à-dire que traduire vraiment dans des indicateurs parlants, je crois que c'est la première prise de conscience, en fait. Moi, j'ai commencé comme ça, hein. À l'époque, à la Poste, j'avais pris la première mesure du parc qu'on avait faite en 2014 et je leur ai dit, voyez, cette mesure, ça représente 2 tours de la Terre, voilà, par exemple. Donc, ça donne quand même conscience d'un parc qui est en plus existant sous la main. Voilà. C'est un exemple, mais je pense que déjà, la prise de conscience peut commencer par des petites choses de mesures simples comme Julien peut le proposer. Merci Anne. Alors, de manière très rapide, on a eu aussi des questions sur Google et Facebook qui gèrent de plus en plus nos outils de travail. Donc, savoir s'ils avaient des engagements forts. Julien a déjà un petit peu répondu. Je vais me permettre juste pour aborder la question parce qu'elle avait été fortement likée. Mais de dire que c'est des entreprises américaines. Donc, par exemple, elles ont quand même des engagements qui sont forts sur, par exemple, l'accessibilité, sur l'éthique. Là-dessus, ils sont quand même très forts, les Américains, sur ces choses-là. Sur la partie environnementale, ils y travaillent, mais c'est comme nous. On est aussi au balbutiement du Green IT, donc c'est pas non plus forcément évident. Et il faut aussi se dire que eux, leur cœur de modèle, c'est l'IT. Tout comme si je prends ADO, on distribue des produits et des services, Google et Facebook distribuent leurs services numériques. Et donc, il y a toujours ce dilemme qu'on abordait, mais de se dire comment je rends un service en ayant une empreinte la plus faible possible. Mais voilà. Mais nous, au-delà de Google et Facebook, je pense que nous, entreprises utilisatrices, on se doit de les challenger. Parce que ça va être un travail qui va se faire main dans la main entre les utilisateurs et les constructeurs, fabricants, fournisseurs de services. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas d'un côté le loup et les moutons. Non, c'est globalement un travail à faire de concert. Et donc, la dernière question pour essayer de respecter le timing, ce serait quel serait votre premier conseil, ou les 2 conseils que vous auriez, ou l'invitation que vous voudriez faire à nos auditeurs du soir. Voilà. Anne, si tu veux commencer, ou Julien, si tu as l'inspiration. Non, je peux commencer hein, si tu veux. Mais Vas-y. pour moi, le premier conseil, c'est d'aller voir les dirigeants, d'aller voir les DSI et de leur poser vraiment la question qu'est-ce qu'on peut faire justement sur le Green IT pour engager le débat. C'est un peu cette notion de première marche. Et souvent, les entreprises sont de plus en plus à mission, ont de plus en plus la pression de la part des publics, de leurs clients, d'engager le sujet. Les équipes informatiques, j'ai l'impression qu'elles sont aussi assez souvent frustrées de ne pas pouvoir participer. Donc pour moi, le premier sujet, c'est de créer cette communauté qui va y voir justement la DSI et puis poser la question est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet-là, qui est un sujet important pour nous, et puis pour déclencher derrière les autres actions qui vont aller finalement de manière à peu près naturelle. Merci. Anne, si tu veux. Oui, moi je suis dans cette lignée-là, mais je ne dirais pas que la DSI, aller voir la DSI et aller voir aussi les RSE, je pense que c'est un langage commun. C'est vraiment quelque chose à articuler dans l'entreprise, ça me paraît absolument essentiel que les 2 travaillent ensemble. Et puis après, si j'ose dire, c'est 3 mots, hein, c'est sensibiliser, former pour agir. Et dans agir, c'est mesurer, s'améliorer, recommencer. Voilà, on va le faire comme ça. Mais c'est une amélioration continue, c'est-à-dire je respecte tout à fait effectivement
la description qu'en a fait tout à l'heure Ludovic, c'est-à-dire on commence par du petit pas, mais on s'améliore petit à petit et on grandit. C'est exactement ce que montrait Julien dans ses marches aussi vers la low-tech. Et c'est aussi la roue des thématiques, effectivement, que je montrais aussi dans la structure de l'entreprise. Mais quelque part, c'est ça que ça veut dire. C'est aussi une démarche d'amélioration continue. Donc, faut être courageux et il ne faut pas se lasser. Il faut être battant un peu. Voilà. Merci Anne. Donc Marie me demande mon propre conseil. Moi, je dirais qu'il y en a deux, c'est-à-dire que, il y a le conseil dans vos entreprises et je rejoins Julien et Anne sur que vraiment les directions soient engagées sur le sujet et pour ça, ça nécessite de les sensibiliser parce que voilà et ce travail de sensibilisation, il est récurrent, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Et le deuxième, c'est si par rapport à votre responsabilité individuelle, ça peut être aussi intéressant que vous interrogiez sur vos propres matériels connectés chez vous, votre capacité à attendre, à ne pas renouveler tout de suite, à patienter quand le logiciel met un petit peu de temps à charger. Voilà, c'est aussi notre rapport au numérique, nous utilisateurs, personnellement et professionnellement, puisque on est les deux sur le numérique. Voilà, ça dépend où vous souhaitez avancer. N'hésitez pas à avancer sur les deux. Mais voilà. Donc, merci beaucoup Anne, merci Julien, merci de vos témoignages, de vos conseils et merci de votre engagement pour un numérique plus durable et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci de vous être prêtés au jeu et merci Olivia d'avoir partagé le micro et l'animation. C'est pas forcément simple et je me suis bien reposée sur toi parce que c'était un sujet clairement où il fallait une certaine expertise. Merci pour tes réponses durant ces questions et merci aussi pour tes encouragements et tes conseils. C'était un plaisir, donc vraiment, tu reviens quand tu veux. Hein. Alors, en conclusion, pour vous donner un petit feedback à chaud, est-ce que vous pouvez peut-être tous qui êtes derrière vos écrans envoyer un petit mot de la fin qui illustrerait ce que vous avez vécu avec cette session, avec quoi est-ce que vous repartez? Ce sera autant de cadeaux que pourront lire nos intervenants qui ne peuvent pas vous voir et vous entendre. Donc, voilà, des petits messages. Moi, je lis quoi là? Je lis inspirant, énergisant, des débats. Ben oui, c'est vrai que finalement, tout n'est pas la même chose pour tout le monde. Merci, je vois beaucoup de merci. Et évidemment, et cette notion de cap, j'ai relu dans les derniers mots que tu as pu dire, Anne, mesurer, évidemment. Mesurer, s'améliorer, recommencer, c'est l'histoire de la transition et c'est valable pour l'IT. Merci. On est riche de ressources à aller explorer. L'individu au cœur de la réflexion sur nos usages. Pour tout ça, merci et bravo. Pour information, j'en profite pour vous dire que vous avez dans l'onglet sondage également des petits sondages auxquels vous pouvez déjà répondre pour nous donner vos réactions à chaud. Et pour ma part, un simple petit mot. Pour ma part, ce sera action parce que ça pourra en fait être le mot de la fin de chacun de nos 100 transitions, mais je crois que c'est valable d'ici aussi. La prise de conscience cette prise de conscience doit entraîner l'action individuelle et collective sur ce sujet. Et d'ailleurs, pour passer à l'action, vous pouvez aussi cocher dès aujourd'hui la date du 30 septembre dans vos agendas. C'est la date de notre prochain Afterwork. Le thème n'est pas encore complètement cerné. Les invités ne sont pas encore invités. On veillera à ce qu'ils soient au moins aussi passionnants que ceux d'aujourd'hui. Et on espère que vous y reviendrez. Vous reviendrez nombreux après cet été reposant pour tous, j'espère. C'est tout un programme. On vous promet de trouver une thématique qui sera juste sur un thème d'actualité. On espère. En attendant, d'ici là, si on vous manque, vous allez retrouver le replay tout de suite après cet événement par mail. Ce sera l'intégralité du replay, mais dès lundi, vous aurez un extract et puis des petits morceaux et puis des supports qui seront disponibles sur le média, votre média du Faire Ensemble qui est thefield.team. Vous retrouverez tout ça disponible sur ce site.
Et vous trouvez également un petit flashcode, et puis ce sera rajouté également dans le chat, un lien vers un questionnaire de satisfaction un petit peu plus long que le simple sondage. Pour nous, c'est important, ça nous aide à nous améliorer d'une fois sur d'autres et à vous proposer des sans transition toujours de plus grande qualité. Donc, un grand merci par avance pour le temps que vous pourrez accorder à ce petit questionnaire G-Form qui prend très sincèrement 2 minutes à remplir. Voilà, et avec Olivia, avec toute l'équipe d'organisation qui sont derrière les écrans, que je peux même inviter à, s'ils le souhaitent, montrer leur trombine pour vous faire un coucou. On vous remercie toutes et tous pour votre présence jusqu'à ce début de soirée. Merci pour vos questions, merci pour votre attention. On vous souhaite un très bel été, aussi déconnecté que possible. Ça nous fera du bien à tous et à la planète. Voilà, et on va vous laisser avec un peu de musique, mais surtout avec plein de bonnes ondes à vous envoyer. Merci Anne, merci Olivia, merci Julien, merci à tout le collectif et merci à vous tous qui nous avez suivis. À bientôt.